On a commencé avec une conférence 1 où on a parlé beaucoup de théorie. Une conférence 2 où on a parlé des autres monnaies qui existaient, de pourquoi est-ce qu'elles pouvaient exister et de pourquoi ça pouvait être intéressant. Maintenant, la conférence 3, on va la dédier à ce qui fait justement toute la force des crypto-monnaies, c'est sa communauté. Et on va essayer de présenter comment est-ce que la communauté aujourd'hui peut faire vivre les cryptos, comment est-ce qu'elle peut expérimenter, comment est-ce qu'elles peuvent les faire évoluer. On ne change pas les bonnes habitudes, on va faire le dernier sondage de la soirée. Juste pour connaître un petit peu si vous avez déjà fait ou pas des choses avec les crypto-monnaies en dehors de juste en acheter. L'écosystème des crypto-monnaies, c'est un écosystème qui est en pleine croissance. Ça fait que 10 ans que ça existe. Donc c'est vraiment quelque chose qui est naissant, qui est en train de grandir petit à petit et qui est vraiment en train de prendre en force et en souffle. Mais c'est surtout une communauté qui est extrêmement proactive. C'est vraiment quelque chose qui, enfin, en tout cas moi quand je suis rentré dedans, qui m'a impressionné, c'est de voir que les gens sont tout le temps en train d'essayer d'aider, de travailler, d'améliorer, de répéter, de refaire encore. Il y a du sérieux. Lorsqu'on développe et qu'on essaie d'améliorer le protocole de base de la crypto-monnaie, on reste quand même un minimum sérieux. Mais il y a aussi du fun, il y a du complexe, il y a du simple. Mais là, ce soir, on va juste essayer de faire un petit voyage léger dans toutes les applications qui peuvent exister justement et dans tous les cas pratiques, utiles ou non, ce sera à vous d'en juger, qui ont pu être établis avec les crypto-monnaies. Alors juste tout d'abord, on va regarder le résultat du sondage, juste voir si vous avez déjà utilisé ou non des cryptos en dehors de ça. Donc, est-ce que vous avez déjà gagné, échangé ou manipulé des crypto-monnaies grâce à des applications autres que pour de l'investissement? Et donc, c'est non, très majoritairement. J'avais fait plus ou moins la même question il y a quelques mois, lors d'un meet-up. Et lors de ce meet-up, le public était composé de personnes qui étaient dans l'écosystème depuis, pour la plupart, plus longtemps que moi et qui avaient des connaissances, pour la plupart, qui étaient plus pointues que moi. Donc on était presque avec des experts et la réponse était quasiment la même. En fait, on a beau être dans les crypto-monnaies, farfouiller dans les crypto-monnaies, faire des choses, la plupart des gens achètent des crypto-monnaies parce qu'elles en perçoivent une valeur, mais ont tendance à pas forcément jouer avec ou essayer d'expérimenter ou choses comme ça. Et moi, ce soir, ce que je vais essayer de vous présenter, c'est que ça peut être drôle d'expérimenter, c'est que ça peut être drôle d'essayer de faire autre chose que juste acheter et vendre sa crypto-monnaie, c'est qu'il y a vraiment des choses à faire derrière pour s'amuser. Alors, la première chose que je vais vous présenter, c'est pas quelque chose qui est forcément très drôle, mais c'est quelque chose qui est très simple. C'est le navigateur Brave. Alors, qu'est-ce que Brave? Brave, c'est un navigateur Internet. Exactement comme Google Chrome, comme Mozilla Firefox, comme Internet Explorer. C'est un navigateur Internet, mais qui a décidé de changer un petit peu les règles de la navigation justement sur Internet. Le créateur de Brave, c'est le cofondateur de Mozilla. Donc c'est quelqu'un qui s'y connaît un petit peu en navigateur Internet et qui a décidé en fait qu'il en avait marre de cette économie de l'attention. Qu'est-ce qu'on appelle l'économie de l'attention? C'est le fait de récompenser ou de payer des gens pour votre temps d'attention à vous, votre temps de cerveau. C'est typiquement les pubs. Lorsqu'on vous force à regarder une pub en début de vidéo YouTube, on vous prend de l'attention et on se rémunère grâce à votre attention. Ça, c'est l'économie de l'attention. Ce que l'ancien cofondateur de Mozilla a dit, c'est moi je veux plus de ça et on va essayer de repenser ce système-là. Et donc il a lancé Brave. Brave, c'est un navigateur où on a un bloqueur de publicité qui est intégré dedans. On a un bloqueur de tracker aussi. C'est-à-dire que par exemple, lorsque vous allez sur n'importe quel site, je ne sais pas, Amazon, parce que vous avez envie d'acheter quelque chose, il n'y aura plus le tracker qui va essayer de regarder qu'est-ce que vous êtes en train de regarder, qu'est-ce que vous êtes en train d'acheter, pour pouvoir après vous faire de la publicité ciblée sur tous les sites sur lesquels vous allez parcourir ensuite. L'objectif de Brave, c'est justement de dépolluer ce que je mettais tout en bas, les habitudes, de supprimer tout ce qui est justement ces trackers, ces pubs,
on laisse votre vie privée à vous, on laisse à vous le libre choix de regarder et de faire ce que vous souhaitez. Malheureusement, un monde sans argent ne peut pas exister. Et ceux qui créent du contenu sur Internet, ceux qui vivent sur Internet, ont besoin de la rémunération qui provient de ces pubs. On peut penser par exemple à la presse. Elle aurait du mal à vivre sur Internet si jamais vous n'aviez pas un minimum de publicité à regarder, à moins de payer un abonnement. Mais tout le monde n'est pas prêt à payer un abonnement. Et on a été énormément habitué justement à avoir du contenu gratuit sur Internet en contrepartie de notre attention. Et du coup, ce qu'ils ont décidé, le navigateur Brave, c'est de vous donner une crypto-monnaie qui s'appelle le BAT pour utiliser leur navigateur. Vous utilisez leur navigateur, vous gagnez des crypto-monnaies. Et cette crypto-monnaie-là, le BAT, vous ne pouvez pas la garder pour vous. Ce n'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est que vous puissiez l'envoyer à un créateur de contenu reconnu par le site Brave. Donc là, je vous ai donné un exemple, avec moi forcément. Par exemple, mon site fait partie des choses qui ont été vérifiées par Brave. Donc ils ont dit, ok, lui, il crée du contenu et il n'y a pas de publicité sur son site, il n'y a pas de tracker et tout ça. Il ne peut pas se rémunérer via ça. Du coup, pour surfer sur Internet, vous gagnez un peu de monnaie, vous pouvez le lui envoyer et ainsi faire vivre le créateur de contenu que vous suivez tous les jours. L'objectif, c'est justement de gagner des cryptos de manière totalement transparente. N'importe qui peut utiliser le navigateur Brave, c'est juste un téléchargement et une installation. Il n'y a rien de complexe, c'est pas obscur comme on peut le voir avec d'autres cryptos ou choses comme ça. C'est très très simple, c'est transparent pour l'utilisateur et après ça marche tout seul en fait. Et pour ceux qui ne veulent pas s'enquiquiner à donner des dons à ceux qui ont envie, le navigateur Brave de base en fait récompense automatiquement les créateurs de contenu selon votre temps de navigation. Par exemple, si vous avez plus sur le site du Monde, eh ben, ils donneront plus de monnaie à Le Monde, par exemple, qu'à Libération. Voilà. C'est une première application qui a été trouvée avec les crypto-monnaies. Avec les crypto-monnaies, la blockchain, on a parlé de l'aspect non censurable. L'aspect non censurable qui peut être bien comme pas bien, qui peut être éthique comme non éthique. Et c'est ce qu'on a trouvé sur une plateforme qui s'appelle Augur, qui permet de faire des paris. Mais des paris non censurables. Le premier pari que vous pouvez voir tout en haut, c'est est-ce que Novak Djokovic va gagner donc l'US Open en 2019. Là, les gens ils viennent, ils parient, ils disent oui ou non. Une fois que Novak Djokovic aura gagné ou perdu le tournoi, les gens seront automatiquement récompensés selon qu'ils ont eu raison ou non sur leur pari. On revient tout à l'heure aux notions justement de paris automatisés grâce à la blockchain. Mais comme c'est non censurable, on peut aussi avoir d'autres types de paris. C'est ceux qu'on a en bas, qui demandent par exemple si un sénateur américain va mourir en 2018. Et là, on arrive sur des questions qui peuvent se poser. Jusqu'où le fait de ne pas censurer est éthique ou non? Jusqu'où est-ce qu'on peut aller sur un système tel? Parce que là, cette plateforme-là, en 2018, donc il y avait aussi pour Donald Trump, qui allait être assassiné en 2018, est très peu utilisée. Donc les enjeux financiers derrière sont très peu importants. Mais on peut imaginer que si les enjeux derrière sont extrêmement plus importants, jusqu'où on est prêt à aller pour gagner son pari. Et les crypto-monnaies, avec justement ces nouveaux cas d'usage qu'ils apportent, ces nouvelles forces comme justement le fait de ne pas pouvoir être censuré, doit possiblement nous faire repenser aussi notre façon de voir les choses et de créer les choses. C'est une question du coup qui a été posée donc, aux développeurs de cette plateforme-là. Et ils ont répondu que la décentralisation, c'était ça, que chacun devait se gérer soi-même et qu'eux, ils n'avaient jamais à intervenir sur le système et qu'ils laissaient le système en état. Non pas qu'ils cautionnent forcément ce qu'il y a écrit dessus, mais juste ça fait partie de l'idéologie de la blockchain d'être non censurable. Quelque chose qui fait toujours fureur sur Internet, ou pas forcément sur Internet, ce sont les chats. Et ça, la communauté crypto, elle l'a bien compris. Et elle s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ne s'échangerait pas des chats beaucoup trop mignons sur blockchain? Je vous présente les CryptoKitties. Les CryptoKitties, c'est comme un jeu de cartes à collectionner. Sauf qu'ici, chaque carte ou chaque chat est unique.
C'est une génération en fait aléatoire qui permet de créer justement un chat sur la blockchain en vérifiant qu'il est bien unique. Forcément, qui dit unique dit rareté pour certains trucs et dit qu'il y a certains chats qui seront plus voulus que d'autres parce que soi-disant plus jolis ou plus rares ou ainsi de suite. C'est quelque chose qui a explosé en décembre 2017 et il faut savoir qu'un chat s'est échangé lors d'enchères à 600 Ethereum, soit la valeur de 140 000 € à ce moment-là. Voilà, donc ça c'est ce dont est capable la communauté crypto-monnaie pour faire avancer notre monde, c'est échanger des chats beaucoup trop mignons à des chats à des prix assez exorbitants. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Lightning Network, qui permettait de répondre à des problèmes de scalabilité, donc de mise à l'échelle de Bitcoin, et aussi à des vitesses de transaction et des frais. Et en fait, Lightning Network permet aussi autre chose, c'est ce qu'on appelle l'économie du micro-paiement, ou l'économie du micro-don, qui fait partie du micro-paiement. Aujourd'hui, on ne peut pas descendre en dessous du centime avec nos monnaies traditionnelles. Avec Bitcoin, c'est possible de payer quelqu'un moins d'1 centime. Mais plus que ça, sur Internet, jamais on vous facturera un service 3 centimes. Parce que payer 3 centimes avec votre carte bancaire sur Internet, il reste rien du tout des 3 centimes au marchand une fois qu'il reçoit son paiement. Du coup, en fait, il y a beaucoup de choses sur Internet qui, naturellement, sont devenues plus chères ou gratuites parce qu'on ne pouvait pas gérer ce genre de paiement. Et en fait, Lightning Network, du coup, permet de gérer exactement ça. Ici, ce que je vous ai présenté, c'est Tipin. C'est une extension pour navigateur qui permet de faire du micro-don très facilement, notamment sur Twitter. Et notamment sur Twitter, un membre de la communauté qui s'appelle Jazaronaut, qui a décidé d'utiliser Lightning Network et de montrer qu'il est pertinent et efficace en créant ce qu'il appelle le Lightning Quiz. Tous les jours, à 17h, il pose une question à sa communauté. La première personne de la communauté qui réussit à répondre à la question remporte 2000 Satoshi, donc c'est une sous-unité du Bitcoin, et là ça vaut même pas donc 1 centime. Alors ce jour-là, c'était Rémi qui avait remporté la question, donc le vidéaste ici, qui avait remporté donc ce quiz. Ce que je vais essayer de vous montrer ici, c'est justement l'utilisation de Tipin. Alors ce que vous pouvez voir ici, c'est les bitcoins que je possède sur mon compte Tipin personnel. Donc sur Tipin, là, j'ai 4000 Satoshi pour 0,38 centimes d'euros. Enfin, $. Ici, alors vous n'allez pas le voir, mais sur mon téléphone, j'ai un portefeuille où je possède des bitcoins. Et du coup, ce que je vais faire, c'est un envoi de mon téléphone vers mon autre portefeuille. Exactement, ça revient exactement à payer un marchand finalement. C'est faire une transaction d'un portefeuille A vers un portefeuille B. Donc là, je décide d'envoyer. Attendez, hop. Alors, ce que vous ne voyez pas sur mon téléphone, c'est que je suis en train d'essayer de scanner le QR code. Donc, mon téléphone a reconnu le QR code. Je dis par exemple que je veux mettre 10 000 Satoshi. Donc là, sur mon compte, on était à 4 000. Ok. Donc là, mon téléphone me dit que j'ai réussi à envoyer 10 000 Satoshi donc à mon compte. Je ne sais pas si vous envoyez des virements entre vous pour vous rembourser de temps en temps, mais un virement, ce n'est pas instantané. Ça peut prendre des jours. Moi, ici, sur mon compte, si je rafraîchis donc le montant de mon portefeuille, j'ai bien 10 000 Satoshi qui sont arrivés. Et donc là, on peut le voir tout en bas de l'écran, 10 000 Satoshi, à l'heure d'aujourd'hui, ça vaut 95 centimes.
Et donc je me suis échangé 95 centimes instantanément. Donc là, c'est une très petite somme, mais j'aurais pu le faire avec une beaucoup plus grosse somme. Mais ce qui est intéressant ici de montrer, c'est qu'on peut échanger très rapidement des tout petits montants instantanément, sans frais, grâce à Lightning Network. Et ça, aujourd'hui, un marchand ne l'accepterait pas. Si vous allez voir, par exemple, votre boulanger, la plupart des boulangers n'acceptent pas d'être payés en carte pour juste une baguette. Parce qu'il y a trop de frais, parce que c'est trop compliqué, parce que votre banque va prendre trop d'argent sur cette transaction-là. Bah, entre guillemets, demain, votre boulanger, avec Lightning Network, il suffirait de scanner le QR code qu'il aurait sur sa caisse et instantanément, il recevrait son argent. Déjà, il n'aurait pas à attendre que la banque décide de lui reverser. Et en plus, il n'aurait plus de frais qui seraient ponctionnés par sa banque. Et ça, c'est un des gros atouts justement qui est apporté par les crypto-monnaies, mais surtout Bitcoin et Lightning Network, c'est de permettre des échanges beaucoup plus rapides et beaucoup moins chers que ce que peut proposer le système financier actuel. Et pourquoi ils peuvent le proposer? Parce que justement, je me répète là-dessus, mais on n'a pas d'autorité centrale qui est là pour contrôler tout ça, donc on n'a pas de salariés derrière à payer ou choses comme ça. Donc comme on n'a pas tous ces frais-là de vérification, forcément on peut se passer de mettre des frais comme les banques peuvent les mettre. Avec Lightning Network, on peut aussi jouer, au sens propre du terme. Alors ici, vous avez probablement reconnu une copie d'un jeu Mario, sauf que c'est un jeu Mario un peu particulier, parce que c'est un jeu qui est en ligne, vous pouvez y aller, c'est sur le site Satoshi Game. Quand vous y jouez et que vous ramassez une pièce, exactement comme dans le jeu vidéo Mario, plutôt que de juste gagner une pièce, vous gagnez vraiment un Satoshi. Donc ici, c'est un service qui vous permet, en jouant, d'accumuler petit à petit des crypto-monnaies. Alors là, on parle de 1 Satoshi. Comme vous avez pu voir tout à l'heure, j'ai envoyé 10 000 Satoshi qui valaient $1. Donc le principal ici, ce n'est pas le montant des sommes, mais c'est de pouvoir justement commencer à acquérir un petit peu de crypto-monnaie pour pouvoir justement jouer avec. Parce que comme on a vu avec Lightning Network, on n'est pas obligé d'avoir des grosses sommes pour pouvoir commencer à faire des envois, commencer à manipuler, et ainsi de suite. Ici, on va parler d'une animation qui a perduré dans la communauté crypto-monnaie pendant plusieurs semaines, voire mois, et qui était une expérience à la base sociale et qui finalement s'est révélée être un test pour Bitcoin. On appelle ça la LN Trust Chain, donc pour Lightning Network Trust Chain, ou la chaîne de confiance, justement. Ça a été lancé par Odelonaut. Le principe, il est simple. C'est je prends une somme d'argent, je l'envoie à un inconnu. Et je demande à cet inconnu de renvoyer cette somme d'argent à un autre inconnu, plus un ajout de 10 000 Satoshi. Donc 10 000 Satoshi, c'est pas grand-chose, qu'on a vu, c'est $1. L'objectif, c'était de justement faire une chaîne où des inconnus s'échangent entre eux cette petite cagnotte qui augmente petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et l'objectif premier en fait, de cette chaîne, c'était d'essayer de voir à quel moment la personne, l'inconnu qui allait recevoir la cagnotte, allait décider de tout garder pour lui. À partir de quelle somme, justement, on ne pouvait plus avoir confiance en fait, en l'individu qu'on ne connaissait pas. Cette expérience a pu être menée uniquement avec Lightning Network parce que justement, on échangeait des montants qui étaient à la base faibles et on voulait que ça s'échange très rapidement et sans aucun frais parce que si on perdait toute la cagnotte qu'on rajoutait petit à petit à chaque fois qu'on faisait un échange, on n'avançait pas grand-chose. Et finalement, ça s'est révélé être une animation qui a dépassé donc, les frontières, mais au sens large du terme, dans le sens où personne n'a rompu la confiance de cette animation. On a eu plus de 250 ou 270 participants, si je ne me trompe pas. Et en fait, à la fin des 270 participants, le Odelonaut, qui est l'investigateur de cette animation-là, avait dit « si on atteint telle somme, on envoie ça à une œuvre caritative ». Ils ont atteint la somme, ils ont envoyé ça à une œuvre caritative. Donc finalement, comme on n'a pas eu cette rupture de la confiance, ils se sont dit on va essayer de se défier autrement. D'abord, géographiquement. Ils se sont amusés à essayer d'envoyer cette cagnotte-là dans tous les pays du monde. Donc je crois qu'il y a 156 pays en tout qui ont reçu
la cagnotte. Mais ils s'amusaient justement à dire moi j'aimerais un inconnu, mais qui est dans un pays qui n'a pas déjà eu la torche entre les mains. Ils ont essayé de dépasser les frontières politiques. Pourquoi les frontières politiques? Parce qu'à un moment, la torche était aux États-Unis, et que les États-Unis, ils font un embargo sur l'Iran. Donc interdiction de commercer avec l'Iran. Et donc, cet Américain qui avait la torche entre les mains a dit moi j'ai envie de l'envoyer à quelqu'un qui est en Iran, pour montrer que Bitcoin, il s'en fiche royal de la censure des Américains, on s'en fiche royal de ce qu'on nous dit. Nous, on fait ce qu'on veut, c'est pair à pair, on n'a pas de frontières, et on peut faire ça avec qui on veut. Ils ont dépassé les frontières religieuses, dans le sens où ils ont aussi, pour un geste symbolique, voulu faire passer la torche d'Israël à Palestine. Et enfin, et surtout, ça a été une torche qui a dépassé les frontières économiques, et c'est là où cette animation-là a pris de l'ampleur plus que ce que les gens pensaient. C'est qu'à la base, c'était des inconnus qui s'échangeaient cette torche-là, c'était le principe même. Et puis un jour, c'est quelqu'un d'un peu moins inconnu qui a réussi à avoir la torche, puisque c'est Jack Dorsey, le patron de Twitter, qui a dit moi je veux bien participer à votre animation, envoyez-moi votre Bitcoin et je joue le jeu avec vous. Donc là, quand on a le patron de Bitcoin, le patron de Twitter qui dit ça, ça prend une toute autre ampleur tout d'un coup. Et donc parmi les noms qui ont tenu la torche entre les mains, on a eu donc Jack Dorsey, Elizabeth Stark. Alors ça vous parlera beaucoup moins. C'est la cofondatrice donc, de Lightning Labs. C'est une entreprise qui développe uniquement donc, sur Bitcoin, mais dans l'écosystème crypto-monnaie, c'est quelqu'un d'extrêmement important. Andreas Antonopoulos, c'est exactement pareil, qui est un conférencier qui parle en anglais, qui est extrêmement reconnu à l'international. Et Justin Sun, qui est aussi le patron d'une crypto-monnaie extrêmement connue. C'est-à-dire qu'on a eu des personnes extrêmement influentes qui ont décidé de jouer le jeu de cette animation-là. Mais on a aussi eu des personnes qui n'avaient pas du tout d'influence, qui ont réussi à récupérer cette torche-là. Et dans cette salle-là, on a Rémi, qui a pourchassé la torche jour et nuit, jusqu'à réussir à l'obtenir, parce que du coup, un inconnu a décidé de lui faire confiance, a décidé de lui envoyer, et Rémi, à son tour, derrière, a joué le jeu de l'envoyer à un autre inconnu. Le cashback, tu aimeras. Il y a des entreprises qui ont décidé de monter un business model sur le fait que les crypto-monnaies permettaient d'avoir des choses qui étaient sans frais, beaucoup plus faciles à envoyer et beaucoup moins contraignants finalement que des virements bancaires. On a notamment l'entreprise Loli qui a décidé de monter une extension. Donc vous installez l'extension et après quand vous allez sur un site marchand, par exemple Amazon, je ne sais pas si vous le savez, mais si vous venez sur Amazon avec un lien qu'un ami vous a envoyé, votre ami pourra toucher une commission de ce que vous avez acheté sur Amazon. C'est ce qu'on appelle l'affiliation. C'est le fait de, entre guillemets, parrainer quelqu'un pour un achat. En fait, quand vous avez l'extension Loli d'installer, tous les liens que vous allez sur les sites marchands sont des liens parrainés pour Loli. C'est-à-dire qu'ils prennent une partie de ce que devrait toucher le site grâce à vous, sur tous vos achats. Et en fait, Loli a dit, nous, ce qu'on fait, c'est que comme on gagne de l'argent grâce à vous, on vous reverse la moitié de ce qu'on a touché. En fait, finalement, on fait moitié-moitié dans l'affiliation. Et donc, c'est ce qui permet aujourd'hui, donc c'est principalement pour les utilisateurs américains, de faire à peu près 7% de cashback. Donc, c'est-à-dire que si vous dépensez 100 €, de retoucher 7 € instantanément en Bitcoin sur la plupart des sites marchands. On a aussi beaucoup de cartes crypto qui sont en train de se développer, notamment WireX, qui est une carte qui vous propose, en fait, à chaque achat que vous faites, donc en euros ou en dollars, de faire du cashback aussi directement en Bitcoin, donc voilà, pour accumuler petit à petit des cryptos. Ça fait partie du plan promotionnel pour vous attirer chez eux plutôt que dans une autre banque, comme on a beaucoup de banques, notamment en France, qui vous dit si vous venez chez nous, on vous donne de l'argent justement à l'ouverture du compte ou choses comme ça. Ça fait partie des autres choses promotionnelles qu'ils peuvent faire. Mais c'est un moyen simple pour les gens qui ne veulent pas se prendre la tête d'investir petit à petit dans Bitcoin sans même s'en rendre compte, puisque c'est les achats de la vie de tous les jours qui va nous permettre d'accumuler du Bitcoin. Les NFT, le futur du jeu vidéo. Alors, NFT, ça veut rien dire, mais on va essayer de voir tout ça ensemble. Les NFT, c'est ce qu'on appelle des non-fungible tokens. C'est les petits chats mignons de tout à l'heure. En fait, un NFT, c'est juste quelque chose qui est unique, qu'on ne pourra pas
associé à autre chose et qui n'existe qu'en un seul exemplaire. Donc c'est exactement le cas des petits chats mignons de tout à l'heure, c'est juste que je ne vous ai pas dit que ça s'appelait un NFT. Et en fait ici, l'objectif c'est de rendre floue la frontière entre le virtuel et le réel et de augmenter l'expérience des jeux vidéo. Imaginons vous jouez à un jeu vidéo, par exemple un jeu de cartes. Vous jouez à un jeu de cartes, voilà, et vous gagnez une carte rare dans un paquet. Et bien ici, avec ce système-là, vous pourrez vendre contre du vrai argent votre carte à quelqu'un qui veut l'avoir et qui ne veut pas tenter sa chance à ouvrir des paquets sans fin pour essayer de l'obtenir. Donc c'est le principe justement des NFT et que ce soit une crypto derrière qui permet d'être échangée. Et donc ça permet de donner de la valeur à des objets qui sont dans des jeux vidéo. C'est pour ça que c'est pour rendre floue la frontière entre le virtuel et le réel. Et on parle même d'applications comme par exemple, si vous jouez à un jeu vidéo pendant 2 ans, vous arrêtez ce jeu, vous jouez à un autre jeu vidéo, si les deux sont compatibles, pourquoi pas récupérer ce que vous avez fait dans le premier jeu vidéo pour le mettre dans le deuxième jeu vidéo. Voilà. Ça, c'est des applications qui sont en cours d'exploration avec les crypto-monnaies et c'est justement ces tokens non fongibles. Pour conclure, sur toute cette soirée, les crypto-monnaies, c'est quelque chose qui n'est pas si simple à comprendre, voire très compliqué à comprendre. Il y a énormément de choses à envisager, que ce soit sur le point technologique, sur le point financier, sur le plan idéologique. Mais pour autant, il est possible de s'amuser, d'expérimenter sans se prendre la tête en fait, dans les crypto-monnaies. Il faut juste trouver justement les bons points d'entrée qui vous permettent de regarder ça d'une façon beaucoup plus simple. Par exemple, le navigateur que je vous ai présenté, Brave, c'est un navigateur Internet. Il ne vous demande rien de plus que de naviguer sur Internet et de faire exactement comme vos habitudes habituelles. Et vous avez plein d'exemples en fait, comme ça qui vous permettent de vous simplifier la vie et de rentrer petit à petit dans le monde des cryptos sans forcément avoir à tout comprendre derrière. Et ça aussi, c'est une force de la communauté aujourd'hui, c'est de réussir à proposer du contenu fun pour essayer d'aider un peu les gens aussi à rentrer dedans. C'est la fin pour cette conférence. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qui a été dit jusqu'ici ? Comment moi je trouve concrètement ces applications ? Laquelle ? Là, ce qui peut être proposé, j'aurais même pas eu l'idée que ça existait en fait. Donc comment les chercher quand on les cherche pas en fait ? Alors, typiquement, enfin les trouver. Aujourd'hui, si je prends l'exemple de Brave, c'est rien de plus qu'une application comme une autre, comme Google Chrome. Et tout comme Google Chrome, quand vous voulez l'avoir, vous le tapez parce que vous le connaissez en fait. C'est juste qu'en effet, ça manque encore un peu de visibilité. Mais si vous allez aller maintenant sur des sites, par exemple, pour comparer les différents navigateurs Internet ou les choses comme ça, petit à petit, Brave, justement, va être intégré par ces comparateurs-là. Et aujourd'hui, Brave, si vous tapez son nom et que vous allez sur son site, vous allez avoir un bouton télécharger qui va vous permettre d'installer Brave exactement de la même manière que vous installez n'importe quel logiciel. Donc, oui, mais ça d'accord, mais je veux dire, il n'y a pas un endroit où on peut trouver toutes les applications qui ont été mises en forme à partir de la blockchain et tout ça, quoi. Aujourd'hui, à ma connaissance, il n'existe pas spécialement d'annuaire qui permet justement de trouver toutes ces choses-là. C'est aussi pour ça que c'est à nous, en fait, dans la communauté, qui connaissons ça parce qu'on suit ça au quotidien et que du coup, forcément, nous, on les voit passer, d'essayer de partager ça, d'essayer de les présenter, comme j'ai pu essayer de le faire au travers de cette 3e conférence-là. Mais non, à mon sens, il n'existe pas d'annuaire qui permet de recenser ça aujourd'hui. Et après, concrètement, toutes ces crypto-monnaies, dans la vraie vie, est-ce que je peux aller m'acheter ma voiture avec, une maison, un truc concret, quoi ? Aujourd'hui, il y a plusieurs niveaux, on va dire, d'intégration justement de ces crypto-monnaies pour le paiement. On a de plus en plus de sites qui acceptent le paiement en crypto ou au moins les dons en crypto. Je pense par exemple à l'UNICEF qui aujourd'hui accepte que vous leur donniez des crypto-monnaies si jamais vous ne voulez pas leur donner vos coordonnées bancaires. Donc on a des organismes importants qui commencent à s'y mettre. On a des sites importants qui commencent à s'y mettre. Après, ça manque encore je sais pas comment on dit ça, je sais plus comment on dit ça, mais
le fait d'être popularisé et le fait d'être connu partout, c'est que du coup les sites s'y mettent, parce que finalement s'ils n'ont personne qui leur demande de payer en crypto, ils ne vont pas le mettre d'office sur leur site. Aujourd'hui, la communauté, ce qu'elle a, c'est des solutions intermédiaires, notamment justement la carte WireX que j'ai pu présenter, sur lesquelles on peut mettre des cryptos. Et du coup, vous pouvez demander à votre carte, utilise mon compte crypto pour faire mes achats. Et en fait, au moment où la carte va faire l'achat, elle va faire automatiquement la conversion pour que le marchand n'ait pas à voir qu'on est en train de payer avec nos crypto-monnaies. Ça, c'est une solution intermédiaire, mais c'est un peu éviter le problème parce que finalement, le marchand ne reçoit pas de la crypto-monnaie. Donc, c'est pas comme si on dépensait directement notre crypto-monnaie envers le marchand. C'est un peu, voilà. Mais on peut, nous, à titre personnel, dépenser nos crypto-monnaies dans la vie de tous les jours grâce à des processus comme ça. Et après, c'est les entreprises petit à petit qui vont commencer à adopter ça. Dernièrement, il y a une nouvelle qui est arrivée. Alors Shopify, je ne suis pas sûr que ça parle à tout le monde. C'est WordPress, c'est un site qui permet de créer facilement notre site internet. Shopify, c'est un site qui permet de créer facilement un site internet de commerce. Donc c'est pour ceux qui veulent créer des boutiques en ligne. Shopify, dans une dernière mise à jour, ça date de 1 semaine si je ne me trompe pas, a ajouté une fonctionnalité pour accepter les paiements en Lightning Network. Donc justement ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc en fait, c'est petit à petit que les sites importants vont permettre le paiement en crypto-monnaie et qu'on va pouvoir justement les dépenser un peu partout. Aujourd'hui, l'intérêt pour un marchand, c'est soit, il est convaincu par l'écosystème, donc du coup, il est prêt à prendre le risque de patienter et ainsi de suite et de faire vivre l'écosystème parce qu'il faut que des gens acceptent de prendre le risque au début pour permettre à ça de se répandre. Pour ce qui est de la volatilité, il y a plusieurs outils qui sont mis en place pour essayer de diminuer ça. Alors, soit le marchand peut convertir ça instantanément. Donc, on a différents mécanismes qui existent pour convertir instantanément dès qu'il reçoit ses paiements. Et du coup, là, l'avantage, il est simple, c'est qu'il n'a eu aucun frais de sa banque lorsqu'il a reçu le paiement. On parlait tout à l'heure du boulanger, par exemple, qui acceptera jamais un paiement en carte bancaire pour 1 €. Bah là, il l'accepterait, il aurait ses 1 €. Et s'il convertit instantanément, il a vraiment ses 1 €, pas de souci. Pour ceux qui ne veulent pas s'amuser à convertir, on a des choses comme les contrats futurs qui existent, qui permettent d'assurer une valeur fixe sur une certaine temporalité. Mais ça ne va pas au-delà du mois, par exemple, ou de plusieurs mois. Mais du coup, c'est une réponse partielle. Il va falloir toujours qu'ils convertissent à un moment, puisqu'en effet, dans la vie de tous les jours, nos courses, c'est avec de l'euro, c'est avec du dollar qu'on va les acheter. Et donc, du coup, il y a un moment, il va falloir convertir. C'est juste au marchand de savoir s'il veut convertir instantanément ou s'il veut le bloquer comme ça. Les intermédiaires qui convertissent, ça dépend lesquels, forcément il y en a qui vont prendre des frais, mais aujourd'hui les frais pris par les intermédiaires qui permettent de faire ça, donc par les plateformes d'exchange, dans la grande majorité des cas, les frais qui sont pris sont bien moins importants que les frais que peuvent prendre votre banque. Par exemple, je prends moi quand je veux retirer de l'argent par exemple, c'est Kraken qui fait facturer 9 centimes par exemple pour remettre ça en monnaie fiduciaire, quel que soit le montant de ce que vous voulez mettre en fiduciaire. Donc 9 centimes sur une transaction de 1000, 10 000 € pour un marchand, par exemple, c'est quasiment rien et ça lui vaudra, ce sera mieux qu'avec sa banque. Oui, je voulais vous demander quelle est la capacité de résistance de la communauté, style Bitcoin, par rapport à une récupération qui de toute façon arrivera, et n'y a-t-il pas un risque de blanchiment d'argent avec les crypto-monnaies ? Alors, par récupération, ça ne change rien que le combat sera inégal pour ceux qui tenteront de récupérer, dans le sens où une banque, avec tout son argent, peut s'amuser à essayer d'acheter tous les bitcoins qu'il y a. Ok, elle aura plus de bitcoins que les autres, mais en fait, on est dans un système où ce n'est pas notre poids monétaire qui décide de notre impact au niveau des décisions, mais juste, on est un, donc on a une voix, notamment pour les changements de code, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ils n'auront toujours pas la main mise là-dessus. Pour ce qui est du blanchiment d'argent, aujourd'hui, honnêtement, c'est pas un conseil, vous faites ce que vous voulez, mais si vous devez blanchir de l'argent, passez par votre banque, ce sera bien plus sécurisé que passer par Bitcoin. Je m'explique, Bitcoin, on l'a présenté au début, ça passe par la blockchain qui est infalsifiable et surtout gardée pour toujours. Ce qui veut dire que si un jour on arrive à trouver votre trace, on peut remonter absolument tout le fil et retrouver tout votre blanchiment d'argent. Et en fait, finalement, c'est presque dangereux finalement d'aller faire du blanchiment d'argent sur une blockchain puisque vous allez mettre vos informations pour toujours là-dessus.
Ce qui veut dire que dans 10 ans, s'il le faut, on peut vous retrouver. Voilà. Et il y a plusieurs rapports qui sont sortis récemment, notamment en Angleterre, qui montrent que justement aujourd'hui le blanchiment d'argent ne passe pas par les cryptos, mais plutôt justement par les banques. Je sais plus, je vais peut-être dire une bêtise, je sais plus c'est quelle banque il n'y a pas longtemps, qu'ils ont retrouvé justement sur un bateau qui leur appartenait des tonnes et des tonnes en fait, de drogue qui servaient au blanchiment d'argent et ainsi de suite. Aujourd'hui honnêtement, c'est pas les crypto-monnaies qui servent à ça. Et s'il y en a qui s'amusent à blanchir via les crypto-monnaies, ben, c'est qu'ils n'ont pas encore compris comment marchaient les crypto-monnaies. Et ben, c'est dommage pour eux. Est-ce que ça risque pas sur le long terme de créer une crise économique au niveau des vraies devises? On m'a posé exactement la même question durant la pause. Et donc je vais répondre exactement la même chose. Pour moi, les crypto-monnaies, ce n'est pas ce qui va provoquer une crise. Par contre, c'est ce qui va peut-être amplifier entre guillemets cette crise-là. C'est-à-dire que les crypto-monnaies, aujourd'hui, il n'y a personne qui s'y tourne en se disant « Tiens, j'ai envie de provoquer une crise ». Et les crypto-monnaies, aujourd'hui, c'est tellement insignifiant en termes de masse monétaire que ça ne peut avoir aucun impact sur des marchés traditionnels. Par contre, là où ça pourrait commencer à avoir un impact, si on connaît une nouvelle crise comme la crise de 2008 des subprimes, et là où les gens perdent réellement confiance au système actuel, là peut-être qu'ils essaieront de se tourner vers les crypto-monnaies, et là peut-être qu'en réponse justement ça pourrait avoir un certain impact sur le fait de comment réagiront plus tard les marchés traditionnels suite à cette crise-là. Mais ça ne sera jamais les crypto-monnaies qui provoqueront la crise, en tout cas pas dans l'état actuel. C'est beaucoup trop insignifiant en termes de masse monétaire pour pouvoir justement avoir des impacts sur des marchés traditionnels. À titre de comparaison, le marché total des crypto-monnaies, enfin la masse monétaire totale, c'est plus petit qu'une entreprise comme Apple. Enfin, donc voilà. Donc là, on ne peut pas provoquer de crise financière mondiale avec les crypto-monnaies. Aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop insignifiant. Voilà la question que je voulais poser, c'est par exemple, si on achète des bitcoins et qu'on a fait, par exemple, je sais pas, il y a 2, 3 ans, 5 ans en arrière, et qu'on a fait des plus-values, ouais. Au moment de vouloir rapatrier mon argent, par exemple, en France, vous avez dit tout à l'heure que c'était fortement taxé. Et je voudrais savoir de quel ordre. Alors, c'est compliqué à répondre parce qu'en fait, actuellement, nous sommes dans une période où tous les ans, la législation change. Il y a un moment, on était taxé jusqu'à 60%. Après, il y a eu une flat tax qui se limitait à 30%. Après, ça dépend aussi du statut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui ont des grosses sommes à rapatrier vont créer carrément une entreprise pour justement avoir des statuts et avoir des taux un peu plus intéressants. Voilà. Donc ça change vraiment totalement d'une année sur l'autre. Et en plus, alors je ne sais plus à partir de combien de temps, mais si jamais on les a gardés suffisamment longtemps, ils ne vont même plus rentrer en compte dans cette imposition. Donc c'est très compliqué à répondre, mais entre 30 et 60% selon les années et la législation qu'il y a en ce moment. On va s'arrêter là. Je vous remercie pour l'attention que vous avez portée pour ces 3 conférences. Dans tous les cas, il y a un apéro après, j'y serai. Donc n'hésitez pas à venir me voir et à échanger. Enfin, c'est avec plaisir que j'échange sur ces sujets-là, sur absolument tout. Il n'y a pas de limite. Et puis merci à Air Crypto pour l'invitation et pour nous avoir permis justement d'être venu présenter tout ça aujourd'hui avec vous. Et puis je vous retrouve juste après pour la fin de soirée du coup. Ça marche.